C'est le cri de détresse de Volodymyr Zelensky au 138e jour de guerre en Ukraine. Les Russes tuent délibérément des civils, accuse le président ukrainien après ses frappes meurtrières sur Tchassiv Yar, dans la région de Donetsk, à l'est du pays. Au moins 15 personnes sont mortes après la destruction partielle de 7 immeubles par des roquettes russes. Écoutons le président ukrainien. C'était une frappe de missile, et tous ceux qui ordonnent de telles frappes, tous ceux qui les exécutent, ciblant nos villes ordinaires, nos zones résidentielles, tuent absolument délibérément. Après de telles frappes, les tueurs ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas ou qu'ils n'ont pas compris. Tous ceux qui ont frappé nos villes avec des roquettes d'artillerie seront tous retrouvés. Pour en parler, nous aurons rejoint en plateau le général Nicolas Richoux. Bonjour, ancien commandant de la 7e brigade blindée. Accueillons également Emmanuel Dupuis. Bonjour, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Et évidemment, Magali Barthès est avec nous, notre spécialiste des questions étrangères sur LCI. Est-ce que, général, cette frappe meurtrière vous a surpris? Avant de parler des cibles civiles, on sait que le président russe, que l'armée russe avait annoncé une pause dans les combats. On voit sur le terrain qu'il n'en est rien. Bon, là, disons que ça n'empêche pas qu'il y ait une pause. Il n'y a pas d'offensive des forces russes actuellement. En revanche, ça ne me surprend pas parce que les Russes ont toujours ciblé les civils, que ce soit en Syrie et depuis le début de la guerre d'Ukraine. Et ils n'ont pas été, comment dirais-je, on n'a pas vu quand même qu'ils respectaient les droits de l'homme et les conventions internationales depuis le début de cette offensive. Donc il n'y a absolument rien de surprenant. En revanche, le fait que ça se passe du côté de Donetsk, c'est-à-dire plus au sud, tente à prouver qu'ils sont en train de mettre la pression parce que 50% de la région du Donetsk n'est pas encore conquise et ça va être vraisemblablement leur prochain objectif. Vous le voyez sur ces images, Magali, l'opération de sauvetage se poursuit parce qu'il y a encore des personnes qui sont bloquées sous les décombres. C'est ce qu'a confirmé le chef d'administration militaire régionale de Donetsk. Vous avez des dizaines de sauveteurs qui travaillent d'arrache-pied pour sortir des survivants après cette attaque qui a fait au moins 15 morts. Et le gouverneur de la région de Donetsk disait que depuis le début de cette offensive russe, c'était 600 civils qui étaient morts rien que dans cette région du Donetsk. Oui, la pause annoncée ne veut pas dire arrêter les bombardements. En fait, il y a une volonté de maintenir la pression sur la population, de continuer à terroriser les civils sur tout ce front qui est extrêmement loin. C'est presque 900 km entre le sud et Kharkiv au nord-est. Et il y a une volonté russe, oui, de maintenir cette pression pour faire fuir les civils, pour empêcher aussi l'armée ukrainienne de se réorganiser, pour aussi faire passer les messages. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le discours de Zelensky. Chaque nuit, il délivre un message. Et là, il avait un ton extrêmement vindicatif. Et il disait, les criminels nazis, ils sont retrouvés aujourd'hui et ils sont jugés, même à 90, à 100 ans. Et on les verra, on verra ces criminels de guerre russes jugés, quoi qu'il en coûte, on les retrouvera. Voilà ce que disait le président Zelensky cette nuit. Emmanuel Dupuis. Oui, alors effectivement, il s'agit d'une continuation dans une offensive dont la nature change un peu, dans le sens où il y a une temporisation opérationnelle, le général l'a dit, pour l'instant il n'y a plus de combat au sol, mais il y a néanmoins des tirs de missiles qui n'ont jamais cessé de se produire, donc dans la région de Donetsk dont il est question, ce qui tendrait effectivement à confirmer que, comme maintenant l'oblast de Lugansk est entre les mains des forces russes et des forces séparatistes, dans les prochaines semaines, il y aura une offensive sur la partie non encore conquise par les Russes de l'oblast de Donetsk. C'est évidemment ce que ce tir de missile pourrait sembler indiquer. Il y a néanmoins de part et d'autre la volonté de frapper en profondeur. Et donc là aussi, c'est un changement de tactique de part et d'autre. Les Ukrainiens frappent des dépôts de munitions beaucoup plus loin qu'ils ne le faisaient jusqu'à présent, confirmé par le fait que les Américains ont décidé de livrer 12 systèmes de lance-roquettes supplémentaires, les fameux HIMARS dont on parle déjà depuis quelques semaines. Et donc, il y a des frappes, non seulement sur le front,
qu'évoquait Magali, les 900 km, mais un petit peu plus en profondeur. Et les Russes font la même chose pour essayer de frapper les dépôts de munitions et les centres de ravitaillement et les centres logistiques par lesquels transitent et arrivent les armes occidentales. L'armée russe, on le disait, avait annoncé cette pause opérationnelle, mais les frappes continuent sur le terrain. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit il y a quelques instants le porte-parole de l'armée ukrainienne, justement sur la suite de ces frappes russes. На Донецькому напрямку присутні ознаки підготовки підрозділів противника до активізації бойових дій на Краматорському та Бахмутському напрямках. На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Вздовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їх дій. Активізувалася штурмова та армійська авіація. On voit bien la stratégie de l'armée russe sur le terrain. Quelles sont les prochaines étapes ? Alors, les prochaines étapes, ça sera vraisemblablement d'essayer de finir de conquérir l'oblast de Louhansk, c'est-à-dire la conquête de Sloviansk-Kramatorsk qui complétera, ils en ont 95%. Enfin, ça reste deux villes quand même symboliques pour la conquête de la région nord. Et ensuite, ce sera vraisemblablement l'oblast de Donetsk qu'ils essayeront de conquérir. Et ces frappes commencent à nous renseigner sur les prochains axes d'attaque. Ce qui est important, là, c'est quand même qu'il y a une pause opérationnelle qui est rendue nécessaire par les pertes qu'ils ont subies. Donc on réorganise les unités, on fait, vous voyez, on prend les deux unités qui ont souffert, on n'en fait plus qu'une par exemple, donc, mais c'est des unités de toute manière qui ont quand même une valeur combative vraisemblablement amoindrie. Et puis surtout, il ne faut pas oublier, dans le corps blindé mécanisé, il faut entretenir les matériels. Ce sont des matériels très très lourds qui doivent être entretenus en permanence parce que ça ne fonctionne pas, par exemple, vous ne faites pas 20 000 km avec un char comme avec une voiture. Ça se compte en heures de fonctionnement. Et quand on sait qu'un char, par exemple, dès qu'il utilise sa tourelle, il utilise son moteur, obligatoirement, eh bien déjà, par jour, par exemple, si vous avez 15 heures de fonctionnement, eh bien, vous en avez 100 heures par semaine, etc. Et donc, ça doit être entretenu très, très, très régulièrement. Et c'est vraisemblablement ce qu'ils font là. Ils ont subi des pertes, ils ont du matériel qui a souffert. Ils le remettent en état avant d'essayer de relancer l'offensive. Toute la question, c'est de savoir si les lignes ukrainiennes vont tenir. Parce qu'il y a eu ce repli de Severodonetsk et de Lysychansk, dont on a beaucoup parlé ici, donc dans l'oblast de Lugansk. Et maintenant, la question, c'est est-ce que les Ukrainiens vont réussir à protéger ces villes qu'on voit, Sloviansk, Kramatorsk, ce sont ça les prochains objectifs de guerre russe. Les forces ukrainiennes qui se battaient donc plus à l'est, à Lysychansk, ont réussi à se replier. Et maintenant, cette armée ukrainienne se tient prête. Et les informations qui nous arrivent, c'est qu'elles arrivent à repousser les assauts russes qui commencent maintenant à pousser davantage vers l'ouest. Il y a aussi une volonté ukrainienne dans le sud, qu'on voit autour de Kherson, d'essayer Kherson-Mykolaïv, de reprendre du terrain. Les Ukrainiens annoncent par exemple aujourd'hui avoir réussi à toucher un poste de commandement russe dans cette région de Kherson. Donc on voit bien que les Ukrainiens aussi tentent des contre-offensives. Et en effet, comme le disait Emmanuel, dans la profondeur avec les canons américains, les canons français, touchent chaque nuit des dépôts de munitions, des nœuds routiers pour essayer de désorganiser la logistique russe. C'est aussi là-dessus que se jouera la bataille. Mais quand on voit la progression de l'armée russe qui s'est quand même accélérée ces dernières semaines, l'oblast de Lugansk est quasiment conquis. Vous nous dites que concernant l'oblast de Donetsk, 50% du territoire est aux mains des Russes et qu'ils se concentrent notamment sur Sloviansk et Kramatorsk. Est-ce qu'on peut considérer que les Ukrainiens doivent faire une croix sur le Donbass dans les semaines qui viennent ? Disons que ça va être compliqué pour eux. Une croix sur l'oblast de Louhansk, c'est déjà fait, dans tous les cas de figure. Maintenant, la messe n'est jamais dite. Vous savez, dans les opérations militaires, ils sont installés dans les profondeurs et je dirais la progression russe n'a rien eu de glorieuse. Elle a été extrêmement pénible et il faut bien comprendre que si elle a été pénible, ils sont en offensive. C'est eux qui ont souffert vraisemblablement des pertes les plus importantes en montant
en montant à l'assaut, en essayant de progresser. Et en fait, dans la pratique, ils n'ont progressé que de quelques kilomètres. Donc ça n'a rien d'absolument décisif pour la suite des opérations. Et ça ne préjuge pas de ce qu'il va se passer ensuite. Les Ukrainiens installés dans la profondeur, à mon avis, ont eu le temps d'établir des lignes de repli progressives pour pouvoir les arrêter dans leur progression vers l'ouest. Mais les Russes ont beaucoup souffert et c'est la raison pour laquelle ils se réorganisent. Alors sur le sud, du côté de Nikolaïev, moi alors je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'analyse, mais j'ai des doutes sur la capacité ukrainienne à reprendre l'offensive. J'ai tendance à penser qu'ils peuvent obtenir des gains locaux, mais ça a un gros effet, c'est de maintenir des troupes au sud, des troupes russes au sud également. Les empêcher de concentrer plus de forces au nord pour atteindre leurs objectifs dans l'oblast d'abord de Louhansk et ensuite de Donetsk. Mais aujourd'hui, quand on regarde la carte depuis le début des hostilités, elle a assez peu progressé. Les gains russes, ce sont ceux des premiers jours de la guerre, quand ils ont surpris tout le monde. Et donc, je pense on verra si les approvisionnements occidentaux feront leurs effets. Ils commencent à le faire, paraît-il, dans les jours et les semaines qui viennent. Emmanuel Dupuis. Oui, alors je crois que tout ce qui a été dit est parfaitement juste. Je rajouterai que Nikolaïev est important symboliquement, parce que ce sont effectivement là que les contre-offensives ont été médiatisées. Et donc les Ukrainiens comprennent que leur armée n'est pas défaite dans le Donbass et qu'elle résiste à Nikolaïev et elle reconquiert des territoires, notamment dans le nord-est de Kharkiv. Donc il y a une volonté évidemment de se positionner au sens propre du terme pour pouvoir tenir. Les Russes le font également. Hein. Les tranchées, les lignes de défense ukrainiennes sont désormais occupées par les Russes, un peu comme durant la Première Guerre mondiale où il y avait des conquêtes au kilomètre près et ensuite des contre-offensives. Je crois qu'on va avoir cette configuration. Le conflit va être long, tout le monde le dit, les Ukrainiens, les Occidentaux comme les Russes. Il faut évidemment essayer de stabiliser et de protéger ce qui est encore protégeable. Et évidemment, les Occidentaux ne cessent de rappeler, encore il y a quelques heures, qu'il faudrait avoir un axe d'effort supérieur dans le sud, parce que c'est là où, effectivement, les Russes sont peut-être plus affaiblis parce qu'ils ont mis une mobilisation plus forte dans le nord. Je ne dis pas qu'ils sont en train d'abandonner l'offensive du Donbass, mais en tout cas, il y a une volonté d'essayer de tout faire pour récupérer Kherson, qui serait une victoire symbolique. Il y a une distance à peu près de 40 km entre Mykolaiv et Kherson, et puis tout simplement parce que si vous tenez Mykolaiv et Kherson, vous tenez l'embouchure du Dniepr, et c'est particulièrement important pour pouvoir ensuite tenir plus longtemps. Magali, allez-y, général, ensuite, comme vous voulez. Je disais simplement, on voit quand même la volonté ukrainienne de taper dans la profondeur sur les approvisionnements logistiques et sur les dépôts. Dans un état d'infériorité comme ils le sont, c'est extrêmement habile. C'est-à-dire ce sont les axes logistiques, les dépôts logistiques qui permettent d'approvisionner une armée, un corps blindé mécanisé qui ne fonctionne finalement qu'avec de l'essence, des obus, etc., et des pièces détachées pour les engins. Et donc quand on tape ça, on affaiblit considérablement le potentiel ennemi, et c'est vraiment une réponse du faible au fort qui peut être très efficace avec les engins, l'artillerie qui a été fournie par les Occidentaux. Oui, c'est notamment grâce à ces HIMARS américains, ces fameux lance-roquettes multiples qui permettent de viser avec énormément de précision dans la profondeur sans se retrouver à portée de riposte russe pour les Ukrainiens. Donc ça, ce sont des armes occidentales qui sont arrivées, ça y est, sur le front, alors en très faible quantité encore, mais qui permettent en effet ces frappes. Sur la région de Kherson, il y a les déclarations de la vice-première ministre ukrainienne ce week-end sont intéressantes. Elle disait l'armée ukrainienne se prépare à une contre-attaque dans cette zone, que tous les civils qui le peuvent partent. Parce qu'il va y avoir des bombardements puissants. Donc on voit bien que c'est l'objectif. L'objectif, en effet, des Ukrainiens qui voient que la bataille du Donbass est compliquée, c'est aussi d'essayer, en effet, de déstabiliser les Russes dans le sud, avec les Russes qui ripostent. Et on a vu ces images aussi ce week-end assez stupéfiantes de champs ukrainiens qui sont visés par des bombes incendiaires russes et qui brûlent. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure du chantage sur le gaz, le pétrole, il y a vraiment ce chantage aussi alimentaire. On va y les venir Russes dans un instant. En train de faire brûler les champs ukrainiens.
On a compris que ce conflit s'inscrivait dans la durée et Vladimir Poutine était prêt à continuer cette guerre pendant des semaines et des semaines, à frapper des civils. C'est pour faire craquer les Ukrainiens qui résistent encore, nous dit le journaliste Alain Frachon sur LCI. Écoutons-le. Constamment, tous les jours, souvent ce sont des missiles plutôt que des barrages d'artillerie, en tir ici et là, soit pour bloquer l'armée, soit pour maintenir une politique de terreur, en tir sur la ville de Kharkiv, parce qu'apparemment, ils voudraient aussi reprendre Kharkiv, en tir sur telle ou telle ville, en tir sur Kiev aussi, ou la banlieue de Kiev, ou même à l'intérieur de Kiev, pour maintenir un climat de terreur psychologique et essayer de faire craquer la population ou le régime ukrainien. D'un point de vue purement militaire, est-ce qu'une telle stratégie est efficace face à des Ukrainiens qui sont forcément épuisés au bout de 4 mois et demi de guerre? Elle est efficace, mais elle n'est pas certaine d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est l'avenir qui l'ira, car à la guerre, c'est le domaine de l'incertitude. Jamais rien n'est assuré à l'avance. Donc aujourd'hui, oui, elle est efficace parce qu'ils ont obtenu des gains, mais à quel prix? Moi, ce qui m'interroge, et je n'ai pas la réponse d'ailleurs, c'est la capacité résiduelle de l'armée russe aujourd'hui. Donc ils ont perdu 860 chars maintenant. C'est-à-dire que depuis 5 jours, ils en ont perdu 30 de plus. C'est-à-dire pratiquement un bataillon finalement de chars supplémentaires. Et donc, et puis quelle est l'économie de guerre derrière qui va permettre de soutenir ça, à part les stocks de l'époque de l'Union soviétique qui leur permet d'approvisionner à dizaines de milliers de coups d'obus par jour, etc. Moi, j'ai des doutes et je pense que Vladimir Poutine va avoir tendance à accélérer le conflit parce que dans la durée, il a quand même un problème pour pouvoir tenir. Et donc ça, on va le savoir avec la rapidité avec laquelle il va relancer son offensive.